27 janvier 2016, 27 janvier 1945. Il y a 71 ans, jour pour jour, l'armée rouge entrait dans le camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz. Mais à l'approche des chars de l'armée rouge, les soldats SS évacuent le camp en entraînant des milliers de prisonniers dans les marches de la mort. Seuls 7000 d'entre eux, souvent malades, restent sur place jusqu'à l'arrivée des troupes alliées libératrices. L'armée russe serait tombée par hasard sur les camps, c'est ce qu'il a été dit. Ils y découvrent l'horreur, l'inimaginable machine de mort soigneusement mise en place par la barbarie nazie. Au fur et à mesure, les Alliés libèrent une vingtaine de camps. C'était il y a 71 ans. Nous sommes ensemble pour 2 heures où nous allons suivre la cérémonie de commémoration en hommage aux victimes de la Shoah au siège des Nations Unies en direct à New York. Et pour y assister, nous sommes avec Maurice Fergan, bonjour. Vous êtes journaliste sur I24 News. Michael Bardzwy, bonjour. Vous êtes professeur de philosophie politique, vous êtes fils de déporté et auteur du livre Éloge de la guerre après la Shoah aux éditions Hermann que je vous montre. Voilà. Le livre de Michael Bardzwy, également docteur Israël Lichtenstein. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien président de l'association Alumim, des enfants cachés pendant la Shoah en France. Vous avez également été, vous, un enfant caché. On reviendra bien sûr tout au long de cette édition sur votre parcours et nous allons commenter ensemble les différents discours des invités que vous entendrez en direct dans un instant. Voilà, vous le savez, depuis 11 ans, les Nations Unies commémorent chaque année la libération des camps d'Auschwitz par l'armée rouge. Vous pouvez voir ces images en direct. Dans un instant, nous verrons le début des discours avec comme invité d'honneur Beate Klarsfeld, Martha Weiss, Donny Weitz et Chaim Roed. Je vous propose, avant de commencer, ce portrait de Beate Klarsfeld. C'est un sujet signaliste de Comarmont. Beate Klarsfeld peut le dire sans rougir, je n'ai pas vécu pour rien. Son couple est une légende, sa biographie, une épopée. Née dans une famille modeste à Berlin-Ouest, elle se caractérise très tôt par une détermination peu commune. Elle s'inscrit très jeune au SPD car elle se sent proche de Willy Brandt, connu pour son combat contre le nazisme dans les années 30. Mais son véritable engagement se confirme avec la rencontre de son mari Serge en 1960. Cette fille d'un ancien soldat de la Wehrmacht et ce juif français dont le père est mort en déportation font connaissance sur le quai d'un métro parisien. Cette rencontre va agir comme un révélateur et forger leur conviction commune, celle d'une responsabilité historique et morale après la Shoah. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai rencontré mon mari dont le père était déporté. C'était en tant qu'Allemande, tu dois faire quelque chose. Soit tu dis que, bon, je dis quand je rencontre les amis de mon mari ou ma belle-mère en disant « oh, je regrette, les Allemands ont déporté des Juifs », ou alors tu dis « je vais faire quelque chose ». Ensemble, ils vont consacrer leur vie à débusquer les anciens nazis partout dans le monde pour les traîner devant les tribunaux. Parmi eux, Klaus Barbie, mais aussi Bousquet, Touvier, Papon. Ils seront tous jugés grâce à leurs actions. Mais de tous ces faits d'armes, souvent rocambolesques, comme l'enlèvement raté en 1971 du SS Lischka, c'est la gifle au chancelier Kissinger qu'elle préfère. Cela se produit en 1968 et représente son acte fondateur. C'était ça chez moi qui l'ont préparé. Je n'étais pas sûre quand je partais pour Berlin que je vais réussir. Mais d'avoir réussi ça, ça a changé, je veux dire, presque toute ma vie. De toute façon, j'ai continué à combattre. Mais j'étais quand même tout de suite marquée comme l'Allemande qui s'oppose au nazisme. Son engagement sans faille et son combat contre toute forme d'antisémitisme sera maintes fois récompensé dans l'Hexagone. Elle reçoit les titres de chevalier de la Légion d'honneur, d'officier de la Légion d'honneur et de commandeur dans l'Ordre national du mérite. Un engagement qu'elle ne compte pas voir s'interrompre aujourd'hui et qui, elle espère, lui survivra. Ce qu'on peut dire aux jeunes, engagez-vous, mais aujourd'hui il y a des différentes situations. Je me suis engagée en Allemagne contre l'extrême droite, la NPD. Vous avez vu, là, je vais parler dans le détail, notre dernier engagement contre Dieudonné avec mon fils Arnaud. Mais il faut s'engager. Voilà donc l'histoire incroyable de Beate Klarsfeld que vous allez entendre d'un instant à l'autre en direct à New York. Je vous rappelle qu'au moins 1,3 million de personnes ont été déportées à Auschwitz. 1 100 000 dont 960 000 juifs y ont trouvé la mort. Voilà, avant de commencer, on va faire un tour de table avec nos invités. Monsieur Lichtenstein, qu'est-ce que ça vous évoque, cette journée de commémoration faite chaque année depuis 11 ans maintenant au siège des Nations Unies? Écoutez, la première chose, je crois, que m'évoque cette journée, c'est d'être en Israël,
de m'appeler Israël, puisque c'est le seul prénom que mes parents m'ont donné, et de voir l'importance qu'a ce petit État dans la géographie et dans l'histoire politique du monde, beaucoup plus que dans l'histoire des Juifs, puisqu'on sait que des tas de Juifs renoncent ou ont oublié leur origine. Mais je ne désespère pas de l'avenir du peuple juif, puisque l'histoire a montré qu'il est capable de résister et de revivre comme une espèce de fleur qui jaillit du sable et dont les couleurs sont magnifiques. Je souhaite que ce soit l'avenir de mes gosses, que dans l'avenir mes gosses puissent justement jouir de cette qualité de vie que représente pour un juif la vie en Israël. Miguel Barzvi, c'est important chaque année d'avoir ces commémorations, que ce soit en Israël ou bien sûr dans le monde et aux Nations Unies, et de se souvenir, de faire ce travail de mémoire aux yeux du monde entier. Ce n'est pas important de faire un jour, c'est important de ne jamais oublier chaque jour. Car pour nous qui sommes de familles qui ont vécu la déportation, nos parents, nos grands-parents qui ont tous été exterminés, chaque jour nous pensons à ça. Il n'y a pas un jour qui se passe dans ma vie où je ne pense pas à cette situation. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'aujourd'hui, le monde n'a rien compris. L'antisémitisme n'a jamais été aussi puissant en Europe, qu'il soit d'extrême gauche, d'extrême droite. Et donc, la multiplication des attentats contre des juifs, l'assassinat de juifs en France. Ilan Halimi, il y a 10 ans, à Toulouse, et puis l'hypercacher, et même de citoyens français au nom d'une idéologie qui est à sa base antisémite. Je crois que le monde n'a pas compris. On voit les difficultés qu'ont les enseignants aujourd'hui à enseigner la Shoah dans les collèges, dans les lycées, en France, en Europe. L'Europe aujourd'hui, qui est une terre où malgré tout, c'est ce qu'on peut appeler une terre de cendres. Il n'y a pas un endroit où des Juifs n'ont pas été massacrés, déportés ou assassinés en Europe. Et malgré cela, on entend encore cette rengaine antisémite sous couvert aujourd'hui d'antisionistes ou sous couvert d'autres appellations. Mais ce n'est pas le label qui compte, c'est le résultat. Aujourd'hui, la haine du Juif est malheureusement en train de regagner du terrain. Et je me dis peut-être que ce devoir de transmission, comme vous dites, je préfère plutôt devoir de transmission que devoir de mémoire, parce que l'oubli fait partie de la vie. Et quelque part, l'idée que ça ne se reproduise plus jamais, qui était, mon père, c'était certainement une de ses devises, c'était plus jamais ça. Et bien malheureusement, aujourd'hui, nous avons autant d'ennemis. Et la seule leçon que moi je retiens de la Shoah, c'est qu'il faut toujours prendre au sérieux la menace. Alors justement, ces journées de commémoration, Maurice, est-ce qu'elles aident quelque part à aider les gens à prendre en compte les menaces qui pèsent? Vous en parliez, les menaces de la montée de l'antisémitisme, mais aussi de la montée de l'extrême droite dans plusieurs pays en Europe et en France, bien sûr. Moi, je voudrais être un tout petit peu plus optimiste que Michael. Je Je ne sais pas ce qu'elle a. Non, nous avons en Israël Yom HaShoah, la journée de la Shoah, où nous nous retrouvons avec nos victimes, avec nos martyrs. Je trouve qu'il faut se féliciter qu'il y ait une journée de commémoration au souvenir des victimes de l'Holocauste, en précisant qu'il ne s'agit pas uniquement des Juifs, mais il faut aussi leur rendre hommage aux Tziganes et aux homosexuels qui ont été aussi massacrés par le régime nazi. Donc il faut se féliciter du fait que la communauté des nations rende hommage aux victimes. Aussi, je crois qu'il y a un besoin de tirer les leçons de l'horreur. Bien sûr, il y a encore des problèmes, il y a l'antisémitisme, il y a la haine raciste, mais peut-être que la communauté internationale, alors c'est peut-être une posture, mais pourra, de telles assemblées annuelles, tirer des leçons de cette horreur et peut-être que le monde ira un petit peu mieux. Alors on va tout de suite écouter le secrétaire général des Nations Unies qui s'exprime depuis le siège de l'ONU à New York, Ban Ki-moon. On l'écoute tout de suite. De ce jour jusqu'à maintenant,
Auschwitz-Birkenau in 2013. It reminds us what happens when we allow inhumanity to prevail. They are living testaments of the human spirit and inherent dignity and worth of every person. All these years later, we rely on the survivors. We never forget from N'oublions pas les survivants. On this day, we come together to amplify those voices across the world. We are also here to pay our respect to the 6 million who were murdered during the Holocaust. And we remember the billions of others, prisoners of war, political dissidents, members of minority groups such as Roma and Sinti, homosexuals, persons with disabilities, and so many more who were killed alongside them. The Holocaust was a colossal crime. The evidence is irrefutable. Those who deny it only perpetuate falsehood. Voilà, nous avons un petit problème de traduction que nous espérons sera réglé dans quelques instants. Avant, on va revenir sur votre parcours. Je vois que vous nous avez amené quelques objets très précieux. Vous pouvez nous en parler, Monsieur Lichtenstein? Oui, j'ai ici mon étoile, telle que je l'ai portée pendant la guerre. D'ailleurs, vous pouvez voir ici le bel enfant que j'étais avec l'étoile ici. Et la doublure et le travail de ma mère, puisqu'à l'époque, on donnait ceci sans doublure. Voilà. Et je garde ça précieusement. J'ai encore 2 autres étoiles qui sont, et les miennes et celles de ma mère. Celle de votre famille. Et ça me paraît, je l'ai toujours sur moi d'ailleurs. Je l'ai toujours sur moi. Pas tellement pour attester que je suis juif, puisque de toute façon on pourrait le voir si on me dénudait, mais c'est simplement pour me rappeler qui je suis. J'ai eu le bonheur et la charge d'être prénommé Israël dès ma naissance, et je porte ce seul prénom avec lequel j'ai fait toute ma scolarité en France et puis l'université où je suis devenu médecin et où j'exerce maintenant en Israël depuis, je crois, plus de 50 ans. J'aimerais qu'on revienne sur cette partie de votre histoire. Vous avez été un enfant caché, vous aviez 7 ans quand la guerre a éclaté, il me semble. 32, c'est ça. Voilà. Vos parents sont arrivés de Pologne en France. Vous dites même que vous parliez avec yiddish et français. C'est cela. Et français. Et en 1940, vous êtes placé dans un foyer qui appartient à l'œuvre de secours aux enfants, cette organisation donc dédiée aux enfants cachés en France. Dédiée aux enfants réfugiés d'Allemagne, puisque c'était à l'époque l'essentiel, si vous voulez, du travail de cette organisation. Comme je n'avais pas de moyens, ou ma famille n'avait pas de moyens de m'envoyer en vacances, on m'a donc mis d'abord dans une maison à Montmorency, qui appartenait à Lausée, qui a ensuite été unifié avec les autres maisons. Et lorsque les Allemands se sont approchés de Paris, toute la maison a été transportée dans le centre de la France. Par bonheur, c'est resté en zone libre jusqu'en 1942. Cette maison, c'était le Magelier, le château du Magelier, pour lequel j'ai un amour profond. D'abord, c'était un château magnifique. Qu'est-ce qui s'est passé en 1942, justement? En 1942, c'était le moment où on a imposé l'étoile. C'était au mois d'avril ou mai, on a imposé le port de l'étoile. Il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais à Paris, donc j'ai dû aller à l'école avec l'étoile. J'avais prévenu l'instituteur que je viendrais le lundi suivant avec l'étoile, et il a eu le temps de préparer les enfants avant que je vienne le lundi. Puisque je suis arrivé à la dernière minute, je ne voulais pas me montrer avec l'étoile, et il les a préparés, et il n'y a eu aucun cri détestable, haïssable. Au contraire, les gosses m'ont entouré, et je garde de ce professeur, Monsieur Huchon,
Hein. C'est vous dire quelle influence il a eu sur moi, quelle empreinte je porte encore, alors que j'avais 9 ans et demi. Ah non, si, j'avais 9 ans et demi, 10 ans. Non, 42, je suis né en 32, j'avais donc 9 ans et demi. Et je garde, si vous voulez, ce souvenir émouvant d'une classe qui m'attend à l'entrée de l'école et qui m'entoure pour me protéger des cris des autres enfants. C'était quelque chose d'extraordinaire et on peut voir ce qu'un instituteur intelligent et qui comprend les situations psychologiques des enfants, ce qu'un bon instituteur peut faire. J'ai eu aussi un autre instituteur quand j'étais en maison d'enfants au Majelier, un monsieur qui un jour, c'était son premier poste d'instituteur, et un jour je reçois chez moi une lettre, je viens d'avoir 80 ans, est-ce que vous étiez au château du Majelier? Et c'est ainsi que j'ai retrouvé, vous êtes presque 70 ans après, mon premier instituteur, dire que combien c'était émouvant de voir cet homme qui avait 18 ans à l'époque. On va revenir bien sûr sur vos témoignages très intéressants, mais avant nous devons écouter le discours de Ban Ki-moon, traduit cette fois, on va l'écouter tout de suite. Thank you very much, Secretary General. It is now my honor to introduce His Excellency Mr. Morgan Slickentop. Voilà, donc fin du discours de Ban Ki-moon. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons entendre tout de suite les discours des invités de cette cérémonie de commémoration, je vous le rappelle, édition spéciale sur I24 News, journée de commémoration des victimes de la Shoah avec Beate Klarsfeld qui doit s'exprimer d'un instant à l'autre. Alors j'aimerais beaucoup qu'on continue sur ce que vous nous disiez et que plus précisément on s'attarde sur l'action que fait l'association dont vous étiez président et qui continue à œuvrer aujourd'hui, Monsieur Lichtenstein. Oui, c'est une association qui s'appelle Alumim. Il se trouve que ce mot en hébreu peut avoir plusieurs significations selon l'orthographe. C'est d'abord le nom, c'est un alumim, enfin ce sont des adolescents et ce sont aussi des gerbes réunis. Et c'est ce que nous sommes, des adolescents qui nous sommes réunis, qui se sont réunis lorsqu'ils ont eu 60 ou 70 ans pour se retrouver, pour se rappeler et surtout pour raconter aux générations qui nous suivent ce qu'a pu être la guerre dans un pays décivilisé comme la France, mais qui n'a pas su dans sa grande majorité, je dis bien dans sa grande majorité parce qu'il y a eu des exceptions heureusement magnifiques d'aide aux Juifs, mais qui a oublié ce qu'était la devise française, liberté, égalité, fraternité surtout. Mais il n'en demeure pas moins que j'ai encore un grand amour de la France, c'est la langue, la philosophie et toute l'histoire de France. Je crois que j'étais peut-être le meilleur des élèves dans ma classe, tout en m'appelant Israël, puisque c'est le seul prénom que mes parents m'ont donné. Allez, on va tout de suite rejoindre notre correspondant aux États-Unis, David Benaïm. David, bonjour, vous êtes en direct de New York. Qu'est-ce qu'il faut retenir du discours du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon? Ban Ki-moon s'est adressé à l'Assemblée qui est présente. C'est une Assemblée très hétéroclite, avec beaucoup de générations. Ça fait plaisir à voir. L'Assemblée est vraiment remplie. Il a exprimé d'abord le fait qu'il ne fallait pas nier les crimes atroces commis durant l'Holocauste. Chaque année, il honore la mémoire des victimes en rendant hommage au courage des survivants et de ceux qui les ont aidés à les libérer. Il renouvelle son engagement à prévenir des horreurs et à condamner l'odieuse idéologie dont elles sont issues. L'ONU est née durant les jours sombres qui ont suivi la Shoah et les atrocités de la Seconde Guerre mondiale de la volonté de ses fondateurs de proclamer à nouveau leur foi dans la dignité et la valeur de la personne humaine et de défendre le droit de chacun de vivre à l'abri des inégalités et de la discrimination. Il a réaffirmé les principes de l'ONU qui n'ont rien perdu leur importance. Partout dans le monde, des hommes, des femmes, et des enfants continuent d'être victimes de discrimination et d'agression. Ils sont des millions à fuir la guerre, les persécutions, les privations, le devoir à l'ONU de ne pas oublier le passé et d'aider ceux qui ont besoin des Nations Unies aujourd'hui. Depuis 10 ans, selon lui, en collaboration avec de nombreuses institutions, dont des survivants, les programmes de communication sur l'Holocauste et les Nations Unies, s'emploient à la mission importante de
qui consiste à faire connaître l'Holocauste aux jeunes. Il a fait un parallèle très intéressant, très poignant sur les réfugiés syriens, rappelant que c'était le devoir des nations aujourd'hui de se révolter et d'agir pour éviter que de tels drames de la souffrance ne se reproduisent pas. Voilà. Merci David Benaïm. On vous retrouvera bien entendu tout au long de cette édition. Michael Barzvi, je vous entendais souffler quand David Benaïm nous a évoqué le discours de Ban Ki-moon et la comparaison, si l'on peut dire, avec les réfugiés syriens. Oui, parce qu'il y a une unicité de la Shoah. Il y a une spécificité de la Shoah. Encore une fois, toutes les guerres qui ont secoué le monde depuis sa création... des victimes de la Shoah, de les comparer voilà. à des crises actuelles? Oui, je crois que ça n'a rien à voir. Il ne faut pas confondre les choses. Il y a une guerre qui se déroule en Syrie, une guerre civile atroce qui fait des centaines de milliers de morts. Dans cette guerre, il faut qu'il y ait du courage de certains côtés pour combattre, parce que la guerre et la Shoah ne s'est achevée que parce que des gens, non pas des pacifistes, parce que des gens ont décidé de faire la guerre au nazisme et de vaincre le nazisme. Donc dans une guerre, il faut qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. C'est la règle de la guerre. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre « Éloge de la guerre après la Shoah », parce que la Shoah, ça n'est pas la guerre. La Shoah, ça n'est pas même une guerre civile la plus atroce. Vous en savez quelque chose de la guerre? La guerre, bien sûr. Je l'ai vécu aussi en tant que soldat israélien, donc je sais ce que c'est que la guerre. La guerre, ça n'a rien à voir avec la Shoah. Et je rappelle toujours ce souvenir, quand j'étais soldat et que j'avais des heures un petit peu difficiles, mon père me téléphonait, me demandait « Comment vas-tu ?» Je lui disais « Tu sais, c'est dur, tous ces crapahutés sur le Hermon ou au Liban. » Et bien, il me disait « Tu ne peux pas savoir la chance que tu as. » Donc, quelque part, il y a une différence entre faire la guerre, qui est un droit, qui est quelque chose qui fait partie de l'humanité. Il n'y a pas d'humanité sans utilisation d'une force pour justement faire gagner certaines valeurs, et la Shoah qui n'a rien à voir. Donc avec toute la compassion que je peux avoir pour les réfugiés d'une guerre civile atroce qui se déroule en Syrie, mais qui est aussi le résultat, je dirais, d'une non-politique des grandes puissances pour arrêter cette guerre quand il le fallait, eh bien c'est exactement dans une autre situation. On aurait pu éviter la Deuxième Guerre mondiale si il n'y avait pas eu des pacifistes qui avaient dit « tout ira bien ». Et encore une fois, il aurait fallu faire la guerre avant. Donc, quelque part, une guerre peut mener à des atrocités, c'est clair. Est-ce qu'on sait aujourd'hui comment prévenir de futurs éventuels génocides? On a l'impression que non. On peut prendre l'exemple du Rwanda ou peut-être du Burundi, où d'extrême violence en ce moment même se passe. Bette Klarsfeld y était d'ailleurs il y a quelques semaines. Absolument. Donc, finalement, rien n'est fait, on a l'impression, pour que des génocides ne se reproduisent pas, ou en tout cas pas assez. Encore une fois, la violence fait partie de l'âme humaine. On ne peut pas arrêter la violence. Ce qu'on peut arrêter, en revanche, c'est une guerre. Et pour arrêter une guerre, il faut avoir le courage de la faire, et non pas ne penser qu'on est en paix. La France s'est réveillée il y a quelques semaines avec une phrase assez extraordinaire du président français qui dit « Nous sommes en guerre », alors que pendant 70 ans, on nous dit « Nous ne sommes pas en guerre ». Et on fait tout pour justement, non seulement ne pas faire la guerre, mais vivre un peu dans un monde de bisounours en disant « Il n'y a pas d'ennemis ». Il n'y a pas d'adversaire à la civilisation. Il y a des gens qui ne pensent pas comme nous, mais qui ne veulent pas nous détruire, alors qu'ils annoncent toute la journée qu'ils veulent le faire. Aujourd'hui, il y a un pays qui s'appelle l'Iran, qui veut détruire l'État d'Israël, qui organise des expositions avec des caricatures antisémites. Ces gens-là sont reçus aujourd'hui à Paris, à l'Élysée, et personne ne leur dit rien. Alors, il y a une certaine hypocrisie dans ce double langage. Je crois que si on veut éviter, comme vous dites, que les choses se passent, c'est qu'il faut être clair. En fait, ce que vous dites, c'est qu'on vit dans une période qui ressemble à celle d'avant la Shoah. On vit dans une période où les risques d'une catastrophe existent. Et l'Europe a été le théâtre de ces catastrophes. L'Europe, que je le disais tout à l'heure, il y a un auteur anglais qui a été Snyders, qui a écrit un très beau livre, qui dit « L'Europe est une terre de cendres ». L'Europe a été dévastée par ces guerres, que ce soit des guerres sous Staline, sous Hitler et sous tous les dictateurs. Aujourd'hui, il y a une idéologie totalitaire qui est identifiée et qui veut détruire, notamment Israël, où se trouvent des Juifs. Donc quand on ne dénonce pas cela, eh bien on est complice quelque part. Et je pense que c'est le message qu'il faut avoir aujourd'hui. Il faut être clair. Il faut dire, voilà, nous sommes en guerre, mais quand on désapprend la guerre et quand on dénigre les gens qui la font, eh bien on ne peut pas dire qu'on est en guerre. On va tout de suite revenir au siège des Nations Unies où nous allons écouter le discours de Martha Weiss, survivante du camp d'Auschwitz, mais une des rares à avoir assisté à la libération des camps par l'armée rouge. On l'écoute tout de suite.
Nitra in Czechoslovakia, where we lived as où nous vivions Aryan a children été évacué. To try and save us. On the 8th of October, Le 8 octobre on my 10th 1944, birthday, our neighbors decided, who suspected that we are Jewish, nos voisins to qui denounce suspectaient que nous us, soyons we were juifs arrested, nous ont dénoncés et nous avons été arrêtés, interrogated and beaten for several days, interrogés et battus pendant des jours, we are not Jewish, and finally malgré sent que nous Auschwitz déniaions que Birkenau nous to étions Mengele juifs, experimental barracks, as I said. et envoyés dans les camps de When we Birkenau arrived pour in être Auschwitz, the sight that des cobayes met d'expérimentation. our eyes is indescribable. There were Ce que nous Nazi avons vécu troops, SS à people Birkenau était with indescriptible. the German Shepherd, the dog, the Alsatian dogs, killer dogs. Ils avaient des chiens, Waiting for us on des the Doberman platform. We were tueurs. thrown out, pushed out of the Voilà, on va essayer de revenir vers Martha Weiss, le discours de Martha Weiss, une survivante du camp d'Auschwitz. Donc je vous le disais, elle avait 10 ans quand elle a entendu les troupes russes, c'est ce qu'elle raconte, les troupes russes venir. Elle a tout de suite pensé qu'il s'agissait de soldats allemands. Voilà, donc on va tout de suite retourner à le discours de Martha Weiss au siège des Nations Unies. And we were told that there are porters and leave your luggage on the train because the porters will take your luggage off. That was, of course, a lot of nonsense. But then we just came to an understanding that everything in Auschwitz is a euphemism and everything is a Tout lie. est un euphémisme, est un mensonge à Auschwitz. Nous l'avons compris à ce We moment. finished up. We were told to get out of line up in fives. Men and women and children Nous on one étions en side, men on the ligne other side, de and the 5 porters personnes, in les hommes et les will femmes take your séparés, les luggage femmes off. avec les enfants. These porters, at the pain of death, were not allowed to speak to the newcomers, that were Jewish inmates. They tried to Ces save gardiens some of us by n'étaient speaking to us. n'étaient pas autorisés à parler avec les nouveaux venus. Give your small children to the older lady, anybody but 40, 45. Les jeunes enfants because étaient they donnés knew that if a young woman turns up in front of Mengele, she vers would be les immediately femmes sent plus to the âgées. guest chamber with her little children. But if she was young and looked as though she Car could les work, jeunes she femmes would pouvaient have a chance travailler. of survival. Les femmes One plus of the âgées young étaient envoyées men that would directement aux chambres à gaz How avec old les are jeunes you? enfants. You are 16? No, you are 19, you are 20. Because the older they were, the better the chances of survival. One of them asked my sister, how old are you? She said 13. He said, no, you're not, you're 16. We were then marched in front of the gentlemen. Pour les jeunes adolescents, les jeunes enfants, il était plus valable de prétendre d'être plus âgé, car plus tu étais jeune, moins il était probable que tu puisses travailler. We went through a lot of trauma and Nous avons vécu beaucoup de traumatismes, beaucoup d'horreur et de souffrance, de famine. Mais je ne peux pas en parler dans un moment aussi court. Nous avons fini dans des baraques pour expérimentation sur les jumeaux. Nous n'étions pas jumeaux, nous nous ressemblaient, mais nous n'étions pas jumeaux. Nous n'avons jamais su quelle était exactement l'expérimentation, quel était le traitement, mais nous étions saignés tous les jours sans savoir pourquoi. We finished up in, as I said, in this barracks with the twins. He did experiments on us, and how he did it, I don't know. I don't know. Nous ne savons pas comment, mais ils ont fait des expérimentations sur nous. Nous ne saurons jamais vraiment exactement quelles elles étaient. We were in rags, in steep snow, and without food, without proper clothing, and we survived. Nous avons fini en décembre, dans la neige, avec presque rien sur le dos. Nous ne savons pas comment, mais nous avons survécu. Sorry. And it was, I can't describe it at all to you.
Je ne peux pas tout décrire. Je ne peux pas vous expliquer ce que c'était réellement. Auschwitz n'était pas un simple camp organisé par de simples criminels. C'était une organisation planifiée avec les connaissances et la délibération et les technologies de l'époque les plus pointues. Today I want to focus a little bit on the rising anti-Semitism that has again reared its ugly head in the Aujourd'hui, j'aimerais me focaliser un peu plus sur l'antisémitisme auquel nous faisons face de nouveau aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde est en flammes et un autre holocauste pourrait appeler. Not a day goes by without hearing reports of anti-Semitic acts, the desecration of the pas un jour passe sans que nous entendons. And hooligans assaulting innocent people for no pas other un jour passe sans que nous n'ayons connaissance de nouveaux actes antisémitistes à travers le monde. The European community towards anti-Semitism in the 1930s is precisely the same as it is now post-Holocaust. Today we see the emergence of right-wing anti-Semitic parties. In Hungary, La manière de France, gérer and tout other cela, countries. We saw l'état what happened in d'esprit France recently. européen aujourd'hui We see biased est reporting in the similaire media. We à hear l'état reports of d'esprit harassment, verbal abuse, and antisémite acts of violence. de l'époque de l'Holocauste. World anti-Semitism is even more evident today with the threats of economic boycotts on Israel and academic boycotts on Israel. A reminder of the steps taken by Nazi L'antisémitisme dans le Germany monde with the rise of aujourd'hui Hitler. est Then as now, the world is standing by silently. est People often évident ask, where was God during the Holocaust? de par My question le is, where boycott was man? économique et académique d'Israël. Today, 71 years ago, I was liberated by the Russian army. As a 10-year-old in Auschwitz, Aujourd'hui, je me rappelle qu'il y a 71 ans, j'étais libérée par l'armée russe des camps de Birkenau. Depuis, j'ai eu le privilège et l'honneur de vivre dans notre pays, Israël. Israël est un petit pays qui a contribué au monde avec 12 prix Nobel. Nous sommes un pays de melting pot de toute ethnie, de toute personne du monde entier. Il y a 71 ans, il n'y avait pas de Nations Unies. Aujourd'hui, vous, les Nations Unies, je vous demande de mettre un terme à l'antisémitisme et aux persécutions du peuple juif à travers le monde. Merci. Voilà, vous venez d'entendre le discours de Martha Weiss qui est revenue sur ce dont on parlait il y a quelques instants, c'est-à-dire la montée de l'antisémitisme. Elle a d'ailleurs comparé ce que vous avez fait il y a quelques instants, la situation d'avant la Shoah au niveau de l'antisémitisme à celle d'aujourd'hui. Maurice Fergan, vous êtes d'accord ? Écoutez, il y a quelque chose d'encourageant. Il faut remettre en contexte. Je veux dire, Ban Ki-moon et Martha Weiss ne s'adressent pas aux Juifs ni aux Israéliens. Ils s'adressent à la communauté internationale. Ils veulent leur faire passer un message clair et sans ambiguïté. Ce message, c'est plus jamais ça, ne jamais oublier, a dit Ban Ki-moon. Alors, dans ce contexte, ce ne sont pas des messages qui s'adressent aux Juifs en leur disant « mea culpa, on est terriblement désolé de ce qui s'est passé ». Non, c'est des messages en leur disant
au vu de notre expérience, comprenez qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est ça le message des Nations Unies. Donc ce message-là, bien sûr, il s'adresse aussi à Israël, mais il s'adresse aussi, en fait, à mon avis, aux pays occidentaux. En leur disant, regardez ce qui se passe chez vous. C'est très important de comprendre l'expérience que nous avons vécue pour corriger certaines choses. Mais alors quoi faire? Quoi faire de plus aujourd'hui, par exemple? Martha Weiss vient de vous le dire. D'abord, lutter contre l'émergence ou la réémergence de l'antisémitisme en Europe et aux États-Unis, où il y en a également. Et aussi lutter contre toutes les xénophobies, racisme et autres mouvements. Elle a nommé des mouvements d'extrême droite. C'est là où il faut travailler. Il faut travailler là-dessus, au regard de la Shoah, au regard de l'Holocauste. C'est ça qui est important. S'il s'agit simplement de leur dire, regardez, vous ne savez pas ce que c'est la guerre, nous on va vous expliquer ce que c'est la guerre, je veux dire, ils vont nous dire, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Mais nous avons, en tant que peuple juif, une expérience. Cette expérience, il faut la transmettre. Ce n'est pas entre nous, c'est transmettre cette expérience aux nations pour qu'elles puissent comprendre qu'il est temps d'agir. C'est ça le message. Israël Lichtenstein, vous qui avez bien connu à cette période-là, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Est-ce que vous pensez qu'il faut s'inquiéter de la situation de l'antisémitisme aujourd'hui en Europe et en France? Je crois que l'antisémitisme est une réalité dans le monde et dans l'histoire du monde. Heureusement, les Juifs ont toujours réussi à survivre. Jamais dans leur totalité, c'est évident. Aujourd'hui, Israël a la force suffisante, surtout morale, la force suffisante pour être le gardien des autres Juifs qui sont malheureusement dispersés dans le monde. Mais pourquoi? Ça veut dire que les Juifs de diaspora ne peuvent pas aujourd'hui vivre en sécurité en Europe, aux États-Unis, en tant que Juifs? Je ne crois pas qu'ils peuvent vivre en sécurité, mais en perdant une partie de leur personnalité. Et cet abandon volontaire, très souvent, de leur personnalité, de leur dignité même, est à mon sens très grave. C'est le premier point d'une destruction du peuple juif, et c'est comme ça qu'ont commencé toutes les périodes hostiles au peuple juif, d'abord par une dégradation de la dignité, allant ensuite jusqu'à l'anéantissement du corps. Mais ça commence toujours par ce petit point délicat qui fait « Oh non, c'est pas grave ». Si, c'est très très grave d'accepter d'être considéré comme n'ayant pas le droit même d'un futur, parce que pour le présent, on n'ose peut-être pas trop manifester, mais il y a toujours cette volonté d'exterminer un jour, dans l'avenir, le peuple juif. C'est le témoin, si vous voulez, du malheur du monde, finalement. Alors nous avons peut-être ce rôle-là, j'espère que ce rôle changera un jour, mais il est certain que nous sommes les témoins de l'immoralité du monde. Et c'est, à mon sens, c'est très très important de conserver le souvenir de ce qu'a subi le peuple juif et de le faire connaître au monde entier, notamment au monde asiatique qui, lui, peut-être n'a jamais connu l'antisémitisme et donc n'est pas responsable de ce qu'a pu faire l'Europe. Mais il est important, si vous voulez, d'affirmer d'abord notre propre personnalité et ensuite d'expliquer et d'être les gardiens de l'avenir. En fait, c'est notre fonction aujourd'hui en Israël. Vous dites de l'Europe, mais est-ce que l'Europe aujourd'hui doit toujours se sentir responsable? L'Europe et l'Allemagne, bien évidemment, est-ce que ce sentiment de culpabilité existe toujours en Allemagne, chez les Allemands? Est-ce qu'il doit perdurer? Alors, la France a mis quand même quelques années à reconnaître ses responsabilités. Il a fallu attendre 1995, la fameuse déclaration de Jacques Chirac sur la responsabilité de la France dans la Shoah. L'Allemagne a fait un travail bien auparavant pour surmonter le passé. Mais curieusement, lorsque je suis allé en Allemagne, et après la mort de mon père, j'ai décidé d'aller en Allemagne pour voir les camps, là où il était passé, justement parce que mon père m'avait dit « tu ne peux pas comprendre », et en plus il répétait tout le temps « il n'y a rien à voir là-bas ». Effectivement, il n'y a rien à voir. Et c'est justement ça qui est extrêmement curieux, c'est qu'il n'y a rien à voir. C'est-à-dire que le rien est extrêmement important, et j'ai quand même
eu certains chocs psychologiques, des anecdotes. Là, on est très sérieux, mais par exemple, lorsque je suis arrivé au camp de Dachau, il y a une petite cafétéria, et puis il y avait marqué le plat du jour de Dachau. Donc ça fait un peu sourire, c'est un peu curieux. Donc, quelque part, que la vie reprenne son cours dans des lieux qui ont accueilli les plus sombres heures de l'histoire. Quand vous allez, par exemple, dans un camp qui s'appelle Buchenwald, qui se trouve juste à côté de Weimar, c'est à 2-3 kilomètres. Donc comment, lorsque les Allemands vous disent « mais non, on ne savait rien », c'est faux. Lorsque j'ai parlé avec les gens qui habitaient, il y avait des gens qui allaient travailler à Buchenwald et qui rentraient le soir à la maison. Donc tout ça, effectivement, on emmène les enfants dans ces camps, on leur explique, mais lorsque j'ai accompagné un guide, un professeur d'histoire qui accompagnait ses enfants allemands à Buchenwald, ses explications, elles étaient techniques. Il disait, voilà, les gens, avant d'entrer dans la chambre à gaz, ils se déshabillaient. Voilà. Et donc, c'était comment se passait le processus. À aucun moment, il y a un enfant qui a posé la question, mais pourquoi ? Pourquoi on tuait des Juifs ? Ça n'a même pas traversé l'esprit. Et donc, cette réalité-là, je veux dire, ça m'a sauté à la figure. Et après, je suis allé, quelques temps après, en Pologne, où en Pologne, on voit en Pologne, il n'y a pas d'antisémitisme, ce sont les Allemands qui ont tué, mais les Polonais n'ont rien fait, ce qui ne correspond pas tout à fait à la réalité que mon père m'avait décrite. Mais lorsque je vois sur les murs où il y avait des insultes contre les Juifs, donc je demande au chauffeur de taxi, mais il y a marqué Gide, là, et il me dit non, mais ça c'est rien, c'est des supporters de foot, ils s'insultent entre eux. Donc Gide, c'est encore une insulte en polonais. Et de la même façon qu'aujourd'hui, malheureusement, dans certaines familles maghrébines, musulmanes, en France, on entend que feuge ou juif, c'est aussi devenu une insulte. Il y a une espèce de banalité qui est en train de s'instaurer. Et donc, à chaque fois, on essaye de faire, comme on dit aujourd'hui, de l'amalgame entre les réfugiés syriens, l'esclavage. On mélange un peu tout. Et finalement, on finit par oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il y a eu dans la Shoah quelque chose d'unique dans l'histoire, à savoir un projet d'extermination d'un peuple par un peuple qui était probablement le plus civilisé, le plus, je dirais, celui qui avait atteint le sommet de la culture en Europe. Et c'est cela, ce mystère-là, qui est finalement incompréhensible, qu'il faut comprendre. Lorsque mon père me disait « mais tu ne peux pas comprendre », je disais « écoute papa, j'ai fait un doctorat de philosophie, je peux tout comprendre ». Il me disait « non, c'est pas comprendre, c'est le problème, c'est pouvoir, c'est avoir la puissance ». Et là, nous sommes quelque part un peu impuissants face à cette montée de l'antisémitisme. C'est notre impuissance qu'il faut voir. Il y a un point que vous avez soulevé, sur lequel j'aimerais m'arrêter. Vous dites, finalement, ça s'est passé à quelques mètres. Les camps de concentration, les camps d'extermination étaient à quelques mètres de la civilisation en Pologne, en Allemagne. Donc, finalement, on savait, et c'est ce qu'on a répété pendant des années aujourd'hui, on savait. Buchenwald, aujourd'hui, c'est la forêt des habitants de Weimar. C'est là où ils viennent pique-niquer. Mais pas seulement ceux qui habitaient à proximité des camps de concentration, on dit aussi que les Alliés savaient, que les États-Unis, que la France, que tous les pays savaient ce qui se passait et n'ont rien fait. Et est-ce que c'est peut-être pour ça que l'ONU a choisi cette date du 27 janvier 1945 ? Parce que cette date, c'est surtout la prise de conscience de l'Europe sur ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas d'accord, Israël Lichtenstein ? Je vous vois faire non de la tête. Non, moi non plus. Non, je ne suis pas... Vous voulez peut-être d'abord répondre. Non, je ne suis absolument pas d'accord sur, si vous voulez, ce sentiment malheureux qu'a pu avoir l'Europe lorsque l'Europe a appris ce qu'a été... l'anéantissement du peuple juif. Je déteste ce mot holocauste c'est apporter une bête au sacrifice pour implorer Dieu. Je ne me sens pas bête, je me sens homme, et homme très civilisé, qui a apporté beaucoup de choses à l'humanité qu'elle semblait avoir oubliées justement durant la guerre. Nous sommes les témoins de la moralité du monde. Enfin, nous sommes, si vous voulez, les enseignants de la moralité. Est-ce que le monde est prêt à l'accepter, à nous entendre ? C'est pas la prise de conscience des troupes alliées, justement, du monde, ce 27 janvier 1945, de ce qui s'était passé, de l'anéantissement systématique et organisé des Juifs ? 45, c'est tellement loin d'ici, vous comprenez, qui s'en souvient encore ? Tous ces gens qui ont libéré sont morts. Je crois que il y a eu d'autres catastrophes. Il y a eu les Khmers rouges, il y a eu en Afrique aussi des guerres. Vous comprenez ? Donc, nous sommes, malgré ce caractère unique qu'a été l'extermination du peuple juif,
nous sommes, si vous voulez, on nous met en tout cas dans la même salade, alors que je crois qu'ici il y avait une volonté non seulement destructrice du corps, mais destructrice de l'esprit. Et c'est ça qui, à mon sens, est le plus important. Michael Barzil. Je crois qu'il faut expliquer ce qu'est la Shoah et ne pas réduire justement la Shoah à Auschwitz. Parce qu'il faut savoir que le grand creuset du judaïsme, c'était en Pologne, et l'immense majorité des Juifs de Pologne n'ont pas été assassinés ou massacrés à Auschwitz, mais à Treblinka, à Mauthausen et dans d'autres camps, Majdanek et autres. Oui. Donc Auschwitz, c'est une partie de la guerre, c'est plus complexe que ça. Et lorsqu'on pense qu'il y a une vingtaine de camps de concentration, c'est faux. Il y a des centaines de camps qui ont existé, qui ont été des camps de transit, des camps de travail. Donc cette Shoah, c'est un véritable continent, je dirais, à la fois mental, physique. C'est une industrie de la mort qui a pu bénéficier d'une technologie, qui a pu bénéficier aussi justement de la culture allemande, quelque part. Ça n'a été possible justement parce que les Allemands étaient extrêmement calculateurs et qu'ils avaient tout programmé. Il y a eu un programme, la conférence de Wannsee, qui a décidé de cette extermination. Donc quand on présente les choses comme bon, il y a eu Auschwitz, et puis on emmène même des fois les enfants dans ces voyages à Auschwitz, et puis on réduit ça à Auschwitz, si on fait une erreur par rapport à ce qu'est la Shoah. Bien sûr, mais les voyages en Pologne ou à Auschwitz sont organisés dans plusieurs camps de concentration. On va à Auschwitz, à Majdanek, à Treblinka. Les voyages, pas tous. Vous avez aujourd'hui des voyages qui sont organisés, et on réduit quelque part la Shoah à ce camp d'Auschwitz qui est une espèce de symbole, alors que Auschwitz, alors que la Shoah, c'est beaucoup plus complexe. Il y a eu des camps de concentration en France, il y a des Juifs qui ont été exterminés en France, à Struthof, il y avait des camps dans le sud de la France, à Gurs, à Rivesaltes, dans d'autres endroits. Donc il y a eu des massacres dans toute l'Europe. Il n'y a pas eu que Auschwitz. Et que Auschwitz reste le symbole de cette élimination. Mais il ne faut pas rester au niveau du symbole. Encore une fois, qu'on utilise ce symbole, très bien, mais il faut comprendre ce qu'a été la Shoah, ce qu'il y a eu avant, et aussi ce qu'il y a eu après. Parce que les Juifs, et c'est le sous-titre de mon livre, c'est « La guerre a commencé le 8 mai 1945 ». Parce que pour nous, Juifs, c'est ce que disait mon père, la guerre s'est pas achevée quelque part. Elle a commencé le 8 mai 1945 pour retrouver une fierté, une dignité, pour redevenir des hommes. Parce qu'avant tout, ce que disait Israël est tout à fait exact. Les Juifs ont d'abord été déshumanisés. Ils étaient tués spirituellement, moralement. Et on a des scènes terribles de gens qui sont morts justement dans les camps de faim parce qu'ils ont refusé, par exemple, de s'alimenter parce que la nourriture n'était pas cachère. Enfin, il y a des tas d'exemples comme ça qui sont assez terribles. Donc, quelque part, le judaïsme s'est battu et présenté, par exemple, le peuple juif comme un peuple qui ne s'est pas battu. C'est une erreur historique aussi. Les gens n'ont pas été tous emmenés comme des moutons à l'abattoir. Il y a eu des Juifs qui ont combattu dans toutes les armées. Bien sûr. Il y a eu proportionnellement beaucoup plus de Juifs dans l'armée française, par exemple, que de Français, si on peut dire des Français de souche, comme on dit aujourd'hui. Et c'est vrai dans l'armée soviétique, c'est vrai dans l'armée britannique, c'est vrai dans toutes les armées du monde. Les Juifs se sont mobilisés, y compris les Juifs de Palestine, dans la résistance, bien évidemment, des réseaux de résistance où les Juifs étaient présents. Donc, lorsque ça a été possible, ils se sont battus. Dans tous les ghettos, il y a eu des révoltes. Le camp de Treblinka, il a été fermé après une révolte de gens qui n'avaient plus rien à perdre. À Auschwitz, il y a eu plusieurs révoltes. Encore une fois, on parle d'Auschwitz, mais il faut savoir qu'Auschwitz, ce n'est pas un camp, c'est plusieurs camps. Il y a Auschwitz, Birkenau 1, Birkenau 2, etc. Donc c'est toute une série de camps avec chacun des règles un petit peu différentes. Donc réduire ça à un seul camp, c'est une erreur. Il faut montrer que la Shoah, ça a été une entreprise d'une grande nation européenne pour détruire un autre peuple. Et ça n'a pas de précédent. Et il n'y a pas d'équivalent des génocides et des massacres. Il y en a eu, il y en aura toujours. Nous avons lu tous l'Iliade, donc ça commence chez les Grecs, et on voit ça dans la Bible, et on voit ça dans toute l'histoire. Encore une fois, là, il s'agit d'un programme d'extermination. Face à cela, aujourd'hui, nous n'avons qu'une seule chose, c'est la possibilité de nous battre. Et c'est évident qu'aujourd'hui, il y a une idéologie totalitaire qui ressemble. Alors, elle ne vient pas forcément de l'extrême droite, elle vient je dirais, de l'islam aujourd'hui, mais il faut combattre ça. Il faut non pas seulement le dénoncer, mais le combattre physiquement. On n'arrivera pas autrement.
On va continuer à s'intéresser aux victimes de la Shoah, des jeunes enfants qui ont été séparés de leurs parents. Parmi eux, l'exemple de Joseph Nadanowska. Il s'est retrouvé privé de sa mère du jour au lendemain, sans autre famille. Il a été accueilli par l'assistance publique de Paris au milieu de milliers d'autres enfants. Il n'a jamais su que sa mère était morte en déportation. Et pour protéger les enfants, aucune information ne leur a été donnée. Après le décès de Joseph, son épouse Monique a rétabli la vérité. C'est un témoignage recueilli par Louise Manois. Moulins, petite ville tranquille de l'Allier. Monique Nadanowska se recueille près de la tombe de son mari, Joseph, abandonné par sa mère. Elle est partie sans savoir où elle était, ce qu'elle était devenue, qu'est-ce qui s'était passé. Depuis l'âge de 4 ans et demi, il s'est retrouvé seul dans la vie. En juin 1942, Shaindla Nadanowska est arrêtée puis déportée à Auschwitz. Elle n'est jamais allée chercher son fils à l'école. Recueilli par l'assistance publique, le petit Joseph découvre quelques semaines plus tard sa nouvelle famille dans la campagne française. Il grandit en chérissant le souvenir de sa mère, sans connaître son origine juive polonaise. J'ai dit alors, et tu te souviens? Ah oui, parfaitement. Je me souviens très bien de ma mère. Elle était belle, elle avait de beaux cheveux, elle était très douce. Voilà, je me souviens qu'on faisait des promenades et tout ça. Bon. À sa majorité, le jeune homme écrit à l'assistance publique pour retrouver sa trace, mais il n'obtient rien d'autre qu'une confirmation d'abandon. Après son mariage avec Monique, il poursuit sa quête, en vain. J'avoue que ça a été, pour lui, ça a été dur, puis pour moi, c'était la douche froide, quoi, parce que je n'imaginais pas que, bon, évidemment, puis j'étais jeune, alors moi, je ne m'imaginais pas que c'était pas possible, quoi. Je me disais, mais c'est pas possible, on ne peut pas savoir. Bon, pas question. Joseph n'obtiendra jamais d'autre réponse. C'est Monique qui découvrira la vérité un soir derrière son ordinateur. Par curiosité, elle navigue sur le site internet du mémorial de la Shoah. Et puis, sur un côté, il y a marqué personne recherchée ou personne déportée, je ne me souviens plus, personne recherchée, je crois. Tapez un nom, tapez le nom. Bon, bah, j'ai dit, je vais taper Nadanowska, hein, après tout. Mais juste, j'ai pas mis de prénom, hein, j'ai juste mis Nadanowska. Et alors là, mais à l'instant précis, en un clic, c'est grave de dire, d'un seul coup, le nom de sa maman est apparu, et je vois déporté à Auschwitz, du camp de Drancy, le 22 juin 1942, par le convoi numéro 3. Alors là, imaginez quand même un peu la stupéfaction. Monique se lance alors dans une longue enquête. Elle contacte des associations comme Fils et Filles de déportés juifs de France. Sous leur impulsion, une plaque a été déposée la semaine dernière à la mémoire de Joseph et sa mère au siège de l'assistance publique de Paris, en présence du directeur. D'emblée, en arrivant, M. Martin Hirsch m'a présenté ses excuses au nom de l'assistance publique. Et ça, évidemment, c'est un moment très fort. Hein. Comme lui, plus de 55 000 enfants ont été abandonnés entre 1940 et 1944 à Paris, dont au moins 184 enfants juifs.